tous repris la grille que j'avais écrite. Ça veut dire que n'importe quel couillon, je suis vraiment nul en informatique, n'importe quel couillon peut modifier une donnée Wikipédia. Et avant que ça soit rectifié, ben, ça peut être rapide, mais ça peut être très lent. Donc effectivement, là, Wikipédia, il faut l'utiliser comme étant une base, une première base d'information. Mais pas forcément d'information scientifiquement rigoureuse, d'information au sens d'ouverture. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, puisque Jean-Marie m'a dit de provoquer le mot fardeau. J'ai juste regardé sur l'étymologie du mot fardeau. Je n'avais pas pensé commencer comme ça, c'est pas du tout comme ça que je voulais commencer ce matin. Et du coup, j'ai regardé, et bien, il y a des sites d'étymologie, des dictionnaires d'étymologie. Alors, je leur fais confiance, parce que ces sites, je les utilise tous les jours. C'est une institution. Donc j'ai d'abord regardé la notice Wikipédia, puis j'ai fait un retour là, Charlie Bombardé, puis j'ai été voir le site que j'utilise d'étymologie. Et je ne suis pas, j'ai pas utilisé Wikipédia. J'ai utilisé Wikipédia pour me donner, pour me réinciter à avoir le réflexe de m'appuyer sur un site dans lequel je peux avoir confiance. Oui, c'est ça la prudence qu'il faut avoir. En fait, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut, ok, on ne va pas sur un seul et même site, on ne se satisfait pas d'une information qu'on trouve quelque part. Il faut aller toujours contrôler, comparer, voilà, pour savoir ce qu'il y a ailleurs, et probablement plus sur les sites institutionnels ou là, c'est une histoire de probabilité en fait. La probabilité qu'il y ait une ânerie scientifique, une fausse information sur un site reconnu est plus faible que sur un site moins reconnu. Mais c'est une probabilité. Par exemple, il y a des scandales sur l'INSERM, il y a eu des rapports qu'on a fait qui sont pas honteux, mais qui ont été depuis très rectifiés. En fait, la science, elle se rectifie. Elle fonctionne par essai et erreur. Et ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures, ils ne savent pas. Mais même ceux qui font des études supérieures. Si tu ne fais pas une thèse, en gros, tu ne sais pas. Parce qu'on ne t'apprend pas. On te dit, la gravitation, c'est ça. Il y a une équation, c'est ça. On ne te demande pas de refaire l'expérience. En fait, il faudrait que vous refassiez l'expérience à chaque fois. Si on vous dit, mettre cette crème-là, c'est bien, ben, il faudrait que vous vous appuyiez sur les auteurs qui ont appliqué la crème sur des malades et sur des non-malades. Sauf que la plupart d'entre nous, on n'est pas scientifique professionnellement. Donc on est obligé de se raccrocher à faire confiance à certains. Je vous rappelle, je ne veux pas trop distiller en vous le doute, je vous rappelle que si vous avez un média, je pense à une presse nationale, qui publie une équipe de chercheurs a démontré que, ça c'est le plus dangereux, ça je vais dire sur Internet. Une équipe de chercheurs a démontré que, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction? Je vous ai dit, il faut être prudent. C'est imprécis. Non, ça peut être. Alors, le journaliste peut. Quelle était la procédure pour démontrer ça? Déjà, le mode. Ouais, mais même plus que ça. Parce que si tu n'es pas scientifique, tu ne vas pas pouvoir évaluer la méthode, le protocole. Ouais. En fait, alors j'espère ne pas vous troubler plus. En fait, quand il y a un groupe de chercheurs, le travail scientifique est toujours collectif. Donc déjà, s'il y a un scientifique qui vous dit ça, ne lisez même pas l'article. C'est forcément, ça risque, de grosses probabilités que ce n'est pas très intéressant. S'il y a un groupe de chercheurs qui s'appuie sur l'institution connue, l'INSERM, Columbia, je sais pas. Là déjà, on a ce que je vous ai dit tout à l'heure. Prouve que, démontre que, eh bien en fait, vous ne devriez pas les écouter. Parce qu'en science, il faut une information est vraie jusqu'à ce qu'elle ne soit pas démontrée fausse. C'est-à-dire qu'une enquête... Soit un premier travail, je suis repris par d'autres qui confirment, voilà. Qui disent, bah non... Donc, si vous avez un journaliste, effectivement, si vous avez un journaliste qui vous dit une première internationale, c'est la première fois qu'un groupe de chercheurs démontre que, là vous devez absolument... Vous n'avez pas en fait, même moi je n'ai pas les compétences, surtout moi, je n'ai pas les compétences d'évaluer ça en dermatologie. Moi, je ne suis pas dermatologue. Je n'ai pas participé au protocole. Donc ça c'est le truc le plus... C'est un peu d'épistémose que je vous fais, d'épistémologie ici, l'analyse du discours de la science. Mais c'est des réflexes que vous devez avoir en fait. Ça veut dire que rien n'est jamais gravé dans l'arbre. En science, jamais. Une théorie est valable jusqu'au moment où elle n'est plus valable. En même temps, on est bien habitué
obligé à un moment donné de faire confiance à certaines démonstrations, surtout quand elles ont été répétées 2-3 fois par des équipes différentes à différents endroits. Et c'est la base du développement des médicaments, parce que c'est comme ça que ça procède. Sinon, on n'aurait pas de médicaments, parce qu'à chaque fois, à un moment donné, on n'a pas la vérité absolue que les gens. À un instant T, pendant une période. Un certain nombre de fois dans une certaine population définie. L'universalité est difficile à. Je crois qu'il y a un très bon exemple, c'est l'histoire du sélénium dans le Le sélénium qui a été prescrit pendant X années, je ne parlerai pas du Parlement, on en a parlé tout à l'heure, qui sont des médicaments dont l'efficacité n'a jamais été prouvée. Et donc peut-être qu'on prescrivait ça parce qu'on n'avait pas de médicaments à proposer, mais ça n'a jamais été prouvé. Et le problème aussi, même pour les scientifiques, pour les médecins, c'est de bien comprendre lorsqu'on fait un essai clinique, qu'est-ce que c'est qu'un essai dit en ouvert, ça veut dire quelque chose, pas du tout, ou un essai contre un médicament de référence. Vous avez des médicaments qui sont connus, par exemple l'aspirine, ça va traiter votre tête. Pour pouvoir dire ce médicament est efficace, la meilleure technique c'est de comparer un autre médicament qui est réputé efficace. Et là on voit si on a le même pourcentage d'un côté comme de l'autre. Donc c'est contre le médicament de référence. Prenons un exemple, si on prescrit des UVB contre un médicament qui est censé repigmenter les petits sans UVB, on va se dire voilà, les UVB donnent tel résultat, le médicament, le tacrolimus, par exemple, a donné tel résultat. Donc on compare. Après, on peut comparer même l'association des deux contre les UVB tout seul pour dire UVB plus tacrolimus, c'est mieux qu'UVB tout seul. Donc il y a plein de techniques scientifiques et surtout, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'on appelle des essais en ouvert. Essais en ouvert, ça va vous donner un médicament comme ça, du sélénium à des gens qui ont du vitiligo. Puis on va regarder combien de personnes ont une amélioration de leur vitiligo. C'est un essai qui ne vaut rien, quelque part. Et donc, souvent, les médecins sont influencés dans des études qui ne sont pas pertinentes de ce type-là. Ça peut arriver, je dis souvent, j'exagère là, ça peut arriver, il faut toujours avoir. Donc on se doit, nous en premier, d'avoir un esprit critique par rapport à ce qui nous est présenté. Et le pire dans tout ça, c'est que même si le médecin se prescrit quelque chose ou s'appuie et prescrit en s'appuyant sur une source qui n'est pas scientifiquement plus rigoureuse, ça peut quand même sauver le patient. Parce que dans le colloque singulier entre le soignant et le soigné, il n'y a pas que le médicament qui transite, il y a aussi la confiance qu'on a dans le prescripteur. Et la confiance peut être très très efficace, donc c'est encore plus compliqué. La difficulté d'être humain, c'est qu'il est, c'est un athée qui nous parle, il est croyant. Un de ses réflexes, c'est de croire, notamment en l'amitié, notamment en la compétence professionnelle. Et donc du coup, on fait tous confiance, qu'on le veuille ou non, à des gens à qui on attribue des compétences ou des connaissances. Et ça peut nous sauver. C'est ce que montrent les enquêtes. Les croyants vivent moins mal leur fin de vie que les non-croyants. Or, la croyance, c'est tout sauf la connaissance. C'est le contraire de la connaissance. Et pourtant, il y a des résultats très en termes de qualité de vie en fin de vie. Vous voyez, c'est le côté un peu compliqué de l'être humain, c'est que c'est un être sensible et très influençable par les symboles.